Salut MC et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme et que MC a su vous accompagner entre 9h et 12h. Vous le savez, le mercredi, 30 minutes dédiées à un ou une invitée. Aujourd'hui, MC, ça sera une invitée. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Bien dans le micro, pour qu'on puisse bien vous entendre, parce que c'est important qu'on puisse bien vous entendre ce matin. Alors, votre nom et votre prénom ? Alors, tout d'abord, je tiens à vous dire bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Cam Radio. C'est ça. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Alors, je suis Laurietta Carolina, présidente du MODEF EFSAP de Guyane. D'accord, Laurietta Carolina. Effectivement, ces jours-ci, on entend souvent parler de vous, puisque vous êtes en pleine campagne. Une campagne pour prendre la tête peut-être de la Chambre d'agriculture de la Guyane. Première question, on va changer l'ordre des questions. Quelle serait peut-être ma motivation à moi pour que je puisse voter pour Laurietta Carolina? Alors tout d'abord, nous avons remarqué qu'il y a un certain nombre de carences au niveau de la Chambre d'agriculture. D'accord. Donc on ne dirait pas que la mandature actuelle n'a rien fait. Ils ont quand même fait des choses. Mais au niveau d'un certain nombre d'agriculteurs dans les secteurs les plus éloignés, tels que l'Ouest ou l'Est, dans certaines zones agricoles, on a remarqué quelques carences, un manque de proximité, de communication de la Chambre avec les agriculteurs. D'accord. Donc, forcément, vous posez un constat et derrière, vous avez certainement des solutions, des préconisations. Mais avant d'y arriver, on va parler de ce qui fait, je pense, la problématique première de l'agriculture en Guyane, à mon sens. C'est l'accès au foncier. Vous en êtes où avec justement cet accès au foncier? On a l'impression que ça bouge. On nous avait parlé de la SAFER comme une solution pour faire bouger les lignes. Vous avez l'impression que ça bouge, ça commence à bouger? Alors, au niveau des institutions comme la SAFER, oui, ça commence à bouger. Ça dépend là où on se situe. D'accord. Si on dit que précisément alors. Alors, actuellement, la SAFER est en plein exercice. D'accord. Ils ont repéré le foncier qui devait recevoir les 20 000 hectares issus de l'accord de Guyane. On a détecté près de 9 000 hectares sur Saint-Laurent-du-Maroni. Mais actuellement, ils ne peuvent pas encore procéder aux attributions, aux installations foncières. Alors, comment vous allez accompagner vos adhérents? Parce que c'est compliqué. Ici, on est sur une thématique de culture sur abattis. On n'a pas forcément les diplômes d'agriculteurs pour le faire. Et apparemment, il y a des conditions d'obtention du foncier qui est lié peut-être à la formation, qu'il y a d'autres paramètres que celui d'avoir la tradition de faire une agriculture sur abattis. Alors, plusieurs critères d'attribution, des critères concrets, des critères objectifs, notamment le diplôme lié au diplôme agricole. D'accord. Mais il n'y a pas que, il y a aussi l'expérience agricole de la personne et puis le savoir-faire en fait, et puis la motivation derrière et le projet agricole que la personne va rédiger. Et imaginons que moi, Franck Mathurin, ça fait 25 ans que je fais de la culture sur abattis, donc forcément j'ai la dextérité, j'ai l'expérience, seulement j'ai pas les diplômes. Alors comment vous allez m'accompagner? Alors vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le VAE, la validation de l'acquis d'expérience. Ça existe aussi dans le domaine agricole? Ça existe dans le domaine agricole, on peut vous accompagner, même au niveau de la chambre, vous accompagner au niveau de cette formation et puis en partenariat avec l'ADAF. D'accord. Donc il y a des solutions pour se régulariser. D'accord. Et alors, prochaine question, c'est en rapport avec votre syndicat, le MODEF déjà, ça veut dire quoi? MODEF, c'est un acronyme? Alors, c'est le mouvement de défense des exploitants familiaux. Donc, c'est un syndicat agricole national. Et en fait, nous, quand on a fondé, on a créé l'AFSAM, la Fédération des syndicats agricoles Makandi, donc c'était en 2023. Exact. Mais on peut dire que le MODEF existait bien avant, puisque c'est un syndicat qui a été créé, qui date depuis 1959, au niveau national, et en Guyane depuis 1984, puisque nous avons retrouvé un procès verbal d'un certain monsieur Bantémon Désir, qui avait effectué justement une demande d'affiliation à ce syndicat-là. Donc c'est un syndicat qui existait bien avant en Guyane. Pourquoi s'affilier à un syndicat qui est en hexagone? C'est pourquoi? C'est pour un meilleur accompagnement, parce que c'est déjà une entité qui existe et qu'ils ont l'expérience du syndicalisme au niveau agricole?
Alors, c'est pour une meilleure affiliation, pour une meilleure représentativité au niveau national, et puis aussi défendre un certain nombre d'idées. D'accord. Alors j'ai vu, vous êtes venu avec votre programme, c'est-à-dire qu'il est sorti, il est certainement accessible. Quels sont les points forts de votre programme? Quels sont les points forts du MODEF en Guyane? Alors on a plusieurs axes au niveau de notre syndicat agricole, notamment la transition écologique. Nous avons comme deuxième axe le fonds. C'est quoi la transition? Qu'on mette des mots sur parce que les gens peut-être ne comprennent pas tout. Transition, qu'est-ce que vous entendez par transition? La transition écologique, c'est en fait on encourage les agriculteurs à utiliser des pratiques respectueuses de l'environnement, de nos ressources naturelles, des pratiques aussi qui préservent les écosystèmes locaux. Donc des pratiques assez naturelles. D'accord. Donc ça veut dire on peut faire de l'agriculture et ne pas détruire, c'est ça? Mais ça, c'est pas culturel en Guyane, on le fait finalement. On n'a pas eu besoin d'apprendre ça des autres. Parce que lorsque vous utilisez une terre surbrûlée, vous la laissez reposer quelques années, vous allez un peu plus loin, c'est ça aussi, c'est une forme de protection de l'environnement. C'est pour ça, sur le processus de durabilité qui se trouve sur 3 volets, le volet social, économique, environnemental, je rajouterais le volet culturel pour les spécificités de la Guyane, puisque c'est des pratiques qu'on connaît déjà et c'est un certain nombre de pratiques qui ont été délaissées et nous pensons qu'il faudrait revenir aux fondamentaux et notamment réutiliser ces pratiques-là qui peuvent justement constituer des remparts aux défis climatiques de demain. D'accord. Alors, un autre point fort de votre programme, puisque vous en avez plusieurs, forcément. Alors, on pense d'abord notamment au-delà du foncier, puisque c'est l'outil principal de travail des agriculteurs, mais on pense aussi à la santé, puisque la santé physique, psychique, à la santé physique et la santé psychique des agriculteurs. Donc, les accompagner à mettre en place un numéro vert, une ligne d'écoute, lorsque l'agriculteur est en difficulté pour que l'agriculteur puisse contacter un professionnel. Vous savez, l'agriculture, c'est un métier difficile et souvent très coûteux. D'accord. Alors, certainement, c'est un dispositif qui est en écho avec ce qui s'était passé antérieurement, puisque je crois qu'il y a eu même en Guyane, il y a eu des agriculteurs qui se sont suicidés parce que, tout simplement, ils n'étaient pas accompagnés. C'est ça votre constat? Alors, je ne dirais pas qu'ils n'étaient pas accompagnés, puisque je ne connais pas la situation personnelle de certains agriculteurs, mais on sait très bien d'ores et déjà qu'il faudrait accompagner ces agriculteurs-là, la plupart des agriculteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'agriculture, on sait que c'est un métier difficile, surtout en Guyane. Des normes compliquées, des pressions financières énormes des agriculteurs, et puis des factures, au niveau des pressions financières, des factures par lesquelles ils n'arrivent pas à faire face. D'accord. Est-ce que sur votre programme, il y a une partie formation? Vous avez un volet formation, d'accompagnement aux agriculteurs? Alors, nous proposons sur notre programme une partie formation et l'accompagnement technique. Actuellement, la Chambre fait de l'accompagnement technique, mais en fait, on pense il serait judicieux que cette Chambre aille plus loin. Donc, proposer des formations sur mesure adaptées aux besoins, à la réalité guyanaise. Alors, c'est quoi les besoins guyanais? Parce que certainement, vous avez recensé ces besoins-là, vous avez ciblé des besoins bien spécifiques. Alors, les besoins bien spécifiques, on se dit... Actuellement, la Chambre fait beaucoup de formations sur les produits phytosanitaires, le certificto, donc l'utilisation de pesticides. Donc, on estime avec notre syndicat, au lieu d'accompagner certains agriculteurs dans ces formations-là à comment utiliser les pesticides, il serait plus judicieux, donc notamment pour répondre aux défis climatiques de demain, les accompagner dans les alternatives à ces pratiques-là. D'accord. Comment planter naturellement, l'agriculture de conservation, comment conserver éviter le lessivage du sol, comment enrichir le sol en azote. C'est faisable lorsqu'on sait qu'en Guyane, la terre est peu riche, très pauvre, et que forcément on a besoin d'utiliser des nutriments, des engrais, et que en rapport à ça, on sait que chez les agriculteurs, il y a un niveau d'évittrisme qui est important. Alors, en Guyane, c'est possible, puisque on propose, il y a un nouveau concept, notamment ce qu'on appelle l'agroécologie, donc utiliser la science écologique dans la production agricole. D'accord. Donc avec l'agroécologie, on estime qu'il ne faut pas faire sans,
il faut faire avec la nature. La nature ne crée rien en vain. Donc pour ça, il y a des pratiques traditionnelles aussi naturelles que certains agriculteurs utilisent, notamment les engrais verts pour enrichir le sol, replanter les arbres, donc ce qu'on appelle l'agroforesterie, intégrer l'arbre au milieu de la production agricole pour capter le carbone de l'air, aussi planter des haies, enrichir le sol avec du fumier, des engrais organiques, du compostage. Vous-même qui êtes agriculteur, sans vous couper, vous êtes aussi dans cette dynamique, vous avez mis ça en place sur vos exploitations? Si, on a bien mis ça en place et on continue de mettre ça en place. C'est pour ça que nous, au niveau de la Chambre, on veut impulser ces pratiques-là, avoir des journées techniques chez des agriculteurs souvent qui sont déjà engagés dans ces pratiques-là, pour que l'agriculteur conventionnel qui fait de l'agriculture conventionnelle puisse aller directement sur place lors de ces journées-là, observer les pratiques assez naturelles de certains agriculteurs. Est-ce que c'est le même rendement au niveau rendement, c'est-à-dire au niveau des fruits que vont porter les arbres en passant par justement cette agro-agriculture? Alors, souvent il y a plus de rendement. Pourquoi il y a plus de rendement? Quand on utilise le côté mécanique, c'est normal que la main ira moins vite que le côté mécanique. Mais quand au niveau de la production, au niveau de la nature, la biodiversité, c'est plus intéressant parce que vous imaginez, quand vous utilisez certains produits phytosanitaires, donc vous allez tuer le prédateur, la bête qui attaque la plante, mais vous allez non seulement aussi tuer cette bête-là, mais aussi son prédateur. D'accord. Ça peut être aussi, vous tuez les coccinelles ou encore les abeilles qui participent à cette pollinisation. D'accord. Et est-ce qu'au niveau de la qualité des fruits aussi, le fruit est meilleur ou lorsqu'on est dans une agriculture justement agro? Alors, on a constaté qu'entre certaines agricultures, la conventionnelle par lequel on utilise beaucoup de pesticides et l'agriculture assez naturelle, on remarque que quand vous achetez peut-être vos choux, ça peut être du concombre salade, de la concombre salade au marché, vous allez constater qu'il y a un qui pourrit plus rapidement que l'autre. C'est vrai. C'est ça, on constate, et avec l'échange avec des consommateurs, et de plus en plus ils constatent ça. Et nous, on doit être garant, pour moi, au niveau de la Chambre d'agriculture, la Chambre doit être garant justement de ces pratiques-là, de la sécurité alimentaire de la population. Et pour ça, il faut encourager les agriculteurs à s'orienter vers ces genres de pratiques-là. Ok, on a bien compris. Est-ce que vous avez d'autres éléments forts sur votre programme que vous mettez en avant? Alors, on met aussi en avant la sécurité des agriculteurs, donc la lutte contre les vols sur les exploitations agricoles, donc favoriser de nouvelles technologies telles que la vidéosurveillance, les assurances pour les agriculteurs sur les exploitations, et puis la protection contre les félins, puisque ça existe. Et donc, en fait, proposer la mise en place d'une indemnisation afin de compenser les pertes dues à ces attaques de félins. D'accord. Donc ça, vous avez encore d'autres points forts? Mais bien sûr. Ah, d'accord. On y va en détail. Quand on parle de transmission intergénérationnelle, on pense notamment aussi à l'installation de jeunes. Ouais, j'allais y revenir, c'était ma prochaine question justement. Voilà. Est-ce que vous avez pensé à cette jeunesse? Parce que souvent on parle de cette jeunesse et ce qui freine, c'est justement l'accès au foncier. Donc vous défendez avant tout l'implantation des jeunes? C'est nécessaire. Si on veut assurer l'avenir, c'est nécessaire. L'agriculture de demain, à atteindre cette souveraineté alimentaire tant désirée, il faut privilégier l'installation. Vous y croyez à cette souveraineté? Parce qu'on a quand même une agriculture très familiale, très traditionnelle. Est-ce que justement cette façon de faire l'agriculture va pouvoir justement nourrir la Guyane? Alors je sais que ça nourrit des familles qui sont à proximité, mais là on parle de la population guyanaise. Il ne faudrait pas passer à une autre dimension? Alors quand on prend la population dans son ensemble, on va parler de la population guyanaise, mais dans le monde, il y a une étude de la FAO qui prouve que 80% de l'agriculture familiale, c'est l'agriculture familiale qui nourrit 80% de la population mondiale. Donc en fait pour moi c'est une agriculture à préserver. C'est une agriculture nourricière, justement. C'est son rôle, c'est son premier rôle. D'accord. Donc vous y croyez à cette petite structure. Est-ce que justement ces petites structures-là sont organisées? Parce que je sais par ailleurs il existe des coopératives où les gens justement produisent et mettent dans un sac commun et que ça permet justement de mieux commercialiser leurs produits. Alors en fait au niveau des 3 volets de la durabilité, sur le volet social, on incite les agriculteurs à se regrouper pour être plus forts, à mutualiser leurs moyens. Donc
se structurer sous forme de groupements d'agriculteurs, sous forme de syndicats agricoles, mais également de coopératives d'utilisation du matériel agricole, donc les CUMA, et de coopératives de commercialisation de leurs produits agricoles. Alors factuellement, ça se passe comment lorsqu'on mutualise des moyens? Parce que là, vous avez cité le tracteur. Un agriculteur achète un tracteur ou plusieurs agriculteurs se mettent ensemble pour acheter un tracteur qui est utilisé sur plusieurs parcelles? Alors, c'est la société coopérative qui va acheter le matériel, qui bénéficie d'une aide à 75%, qui peut financer le matériel. Et les coopérateurs dans la CUMA vont mettre en commun leur financement pour pouvoir payer le reste de ce matériel-là. Donc, c'est ça la mise en commun du matériel. C'est plusieurs agriculteurs utilisent le même matériel parce que parfois, on dit qu'un agriculteur doit acheter une pelle hydraulique qui coûte super cher. Donc, parfois, on n'a pas les moyens, mais quand on se met ensemble, on peut y arriver. Donc, c'est les petites choses qui peuvent aboutir à de grandes choses. Mutualisation aussi des compétences? On peut mutualiser les compétences, on peut faire le système mentorat, on peut aller chez les agriculteurs pour se faire former. Donc, les anciens qui connaissent la pratique, parce que pour moi, et pour le MODEF, en fait, en général, il faut privilégier l'expérience. C'est très bien les diplômes, mais la compétence, l'expérience est un point et un élément très, très important dans la formation professionnelle. Alors, on a très bien compris quels étaient vos leviers pour inciter les gens à voter pour le MODEF. Pourquoi vous n'êtes pas parti avec vos anciens compagnons de syndicalistes? Alors, pour mes anciens compagnons, comme je l'ai toujours raconté, il y a eu une scission entre nous. Voilà. Et donc, du coup, nous avons... Elle était provoquée par quoi, cette scission? Je pense que ça venait de la SAFER, l'histoire de la SAFER. Donc, puisque aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ça, je suis là pour parler justement vous avez raison, du MODEF. Les gens ont besoin de savoir le pourquoi. J'ai monté avec un ensemble d'agriculteurs qui sont convaincus qu'il faille aller vers un processus de durabilité. C'est pourquoi on en a monté ce syndicat-là, pour pouvoir accompagner les agriculteurs au plus près, puisque 80% de nos agriculteurs en Guyane font de l'agriculture familiale, sont des exploitants familiaux. Donc en fait, c'est un syndicat qui apparaît être adapté à la réalité guyanaise. D'accord. Donc une fois qu'on a dit ça, donc le MODEF a été monté pas uniquement pour cette campagne, mais a été monté sur vos valeurs, sur vos principes, qui se retrouvent justement au sein du MODEF. Comment vous faites justement pour transmettre, parce qu'on sait que le terrain est vaste, il est énorme, grand, vous avez le temps de passer sur chaque commune, comment vous allez vous y prendre? Alors, on a plusieurs sections sur différents types de communes, sur l'ensemble du territoire. Notre groupe est composé d'un certain nombre d'agriculteurs qui ont des moyennes et des grandes exploitations, qui font de la polyculture, du polyélevage, la spécialisation que ce soit en matière végétale ou animale, de l'agrotransformation, de l'agritourisme, sans oublier les salariés, les saisonniers, y compris les retraités. Et tout, en fait, notre syndicat, en fait, c'est plutôt des gens, des jeunes, des moins jeunes, qui se situent sur tout le territoire. Ça peut passer de la vallée de l'Éapoque à la vallée du Maroni, en passant par le littoral. Alors, est-ce que justement la façon de voter ne va pas compliquer les choses? Je sais que vous êtes sur un vote par correspondance. Alors, il y a deux manières de voter. Il y a le vote par correspondance, mais aussi le vote numérique sur Internet. Justement, les agriculteurs sont équipés. Comment on va rendre ça manifeste? On connaît très bien le problème de l'enclavement numérique, au-delà de l'enclavement terrestre de notre territoire. Donc, il faut simplement accompagner en fonction des secteurs, accompagner les agriculteurs, leur montrer comment faire. Et si l'agriculteur, par hasard, n'a pas reçu son bulletin, il peut contacter directement la gendarmerie de son lieu de domicile, et puis la gendarmerie contactera directement la préfecture. D'accord. Vous êtes combien d'agriculteurs à peu près sur le terrain? Vous avez à peu près le chiffre à la louche? À la louche, je dirais une 50aine, pour ceux que je connais. Parce qu'en fait, il n'y a pas que ceux que je connais, il y a ceux aussi, il y a des sympathies, il y a des adhérents, mais aussi il y a des sympathisants. Et puis, il y a des gens aussi qui veulent aussi apporter un coup de main, parce qu'aussi, ils vont se voir, en fait, dans ce qu'on propose, dans leur réalité des choses. Alors, vous y croyez à cette agriculture qui peut fournir de l'emploi? Si.
Et vous savez comment y arriver justement, parce que ça a l'air compliqué, on a l'impression que ça reste toujours des petites cellules familiales, 2-3 personnes, pas plus. Alors en fait, pour créer de l'emploi, pour moi, il faut la question de l'accompagnement est au centre. Donc D'accord. En fait, il y aura dans le cercle familial sur l'exploitation. Si on accompagne l'exploitant va pouvoir se mécaniser, va pouvoir utiliser un certain nombre de choses, notamment les pratiques durables pour être plus productif, donc pour assurer la viabilité de son exploitation. Et derrière, il y a énormément de nos agriculteurs, notamment ce qu'on dit, la petite paysannerie, les paysans, qui utilisent beaucoup, comment expliquer, qui font aussi de la transformation. Donc, on valorise nos savoir-faire ancestraux. Ça peut être de l'huile d'arachide, ça peut être de l'huile de marépa, de l'huile de coco, et ainsi de suite. Donc, on fait beaucoup de transformation. Donc, en fait, on peut apporter de la valeur au produit. Et quand on fait de la transformation... Et surtout si on sur la valeur ajoutée des produits. Voilà. Et si on se regroupe aussi, sous forme de groupement de coopératives de commercialisation, via la coopérative, on peut créer des emplois. Effectivement, c'est possible. Quels sont justement enfin pas les exploitations, mais comment je veux dire ça, le type d'agriculture qui engendre le plus de valeur ajoutée? Par exemple, le wassail, quels seraient justement les types d'exploitation à mettre en place en Guyane? Les palmeraies, il y a des choses à forte valeur ajoutée, comme par exemple la roira. On n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec la roira. Alors surtout, en fait, les types de cultures, surtout, je dirais, il y a, en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction du projet agricole de la personne, donc on ne va pas imposer à la personne une culture, c'est en fonction du projet agricole, on peut orienter la chambre d'agriculture, notamment c'est son rôle, accompagne l'agriculteur, oriente l'agriculteur vers un certain nombre de choses. On peut vous dire que aujourd'hui, peut-être c'est le coco qui va primer parce que en Guyane, on manque tant de choses. En Guyane, on vous dit, on a un problème, on importe beaucoup. Il y a un problème sur l'alimentation de bétail, on va privilégier les pratiques alternatives en accompagnant les agriculteurs, le plus petit agriculteur à travailler sur ses compétences pour savoir comment produire pendant le maïs. Le maïs, c'est quand on prend la chaîne de valeur de la fabrication de l'alimentation pour volailles, le maïs c'est l'aliment premier, donc il faut accompagner l'agriculteur à former l'agriculteur pour que l'agriculteur puisse savoir comment produire plus pour répondre à cette offre-là. D'accord. Est-ce que vous serez d'accord qu'en termes d'agriculture, qu'on ait beaucoup plus de coopération avec nos voisins, compte tenu du coût de certains produits? Par exemple, on importe du maïs, ce serait peut-être mieux d'aller chercher le maïs à côté, peut-être qu'il est moins cher, ou alors de mettre carrément en place une culture de maïs qui répondrait justement à la demande des volailles. Alors, notre ambition, c'est de mettre en place des alternatives à la culture de certains types de céréales. On peut utiliser l'alimentation de base, le manioc, certains tubercules, mais la corde... Ça, je savais pas. Voilà, parce qu'il y avait un projet à l'époque de l'UTAP sur Mana, où on fabriquait de l'alimentation pour bétail à partir du manioc. Du manioc, d'accord. Voilà. Et en fait, la coopération interrégionale ou régionale apparaît comme une évidence. Il vaut mieux négocier, échanger, avoir des échanges avec les pays limitrophes que directement notre mère Fatry qui est à 8000 km. Si vous étiez présidente de la Chambre d'agriculture, ça serait un des leviers pour développer pour vous l'agriculture en Guyane, plus de coopération avec nos voisins? La coopération est nécessaire. Donc, dans tous les domaines, dans tous les sens du terme, dans tous les domaines, la coopération avec le pays voisin est nécessaire parce que le pays voisin est beaucoup plus avancé que nous. Donc, on peut faire des immersions professionnelles, aller voir ailleurs comment ça se passe. Ça peut être le Brésil, ça peut être aussi le Suriname ou le Guyana. On n'a pas parlé de la recherche qui est importante. Quand on a vu les dommages que provoquait ce microbe au niveau du manioc, là aussi, si vous étiez président, vous allez mettre un peu d'argent sur ça, sur la recherche. On sait que la CTJ a mis 200 000 euros sur la table pour accompagner justement la recherche par rapport, je crois, aux microbes qui parasitaient les maniocs et qui faisaient que ces maniocs-là n'étaient pas viables. Vous aussi, vous avez cette projection-là, investir là-dessus? Alors, au niveau du MODEF, on est convaincu qu'il faille avoir une banque de semences interrégionales. C'est nécessaire. Que ce soit au niveau de certains types de semences ancestrales, ça peut être le riz, puisque les peuples de Guyane font beaucoup de riz pluvial.
Ça ne serait-ce que ça peut être du manioc, des variétés de manioc. Et pour ça, on a le gros à côté, le Brésil, justement, qui est plus avancé que nous. Donc, il y a certaines pratiques qu'on pourrait emprunter chez eux. D'accord. L'agro-transformation, ce sera aussi un levier pour tout ce qui est produit à forte valeur ajoutée. Alors, l'agro-transformation, oui, c'est un levier. Et puis, au niveau de la coopération, effectivement, au niveau des machines, mais il faudrait que ça soit aux normes européennes, puisque au niveau de l'agriculture, au niveau de la Guyane, on est très soumise aux normes européennes. Ça serait bien aussi de collaborer avec les pays voisins pour avoir des machines adaptées à nos pratiques. Il y en a justement suffisamment de structures d'agro-transformation qui existe dans le département. Il y a un pôle de transformation à Mana. Il en faudrait d'autres. Ce serait pour vous aussi peut-être une façon de faire que l'agriculture soit maître de sa filière, c'est-à-dire de la production, de l'exploitation de la semence jusqu'à sa transformation. Alors, le PAOG de Mana, en fait, c'est une très bonne initiative. Et d'ailleurs, il faut aller plus loin avec ces ordres d'outils-là, notamment un abattoir de volailles à l'ouest, puisque actuellement, on n'en a pas vraiment. On a un qui traite les bœufs, les trucs comme ça, non? Il y a un abattoir là-dessus. Sur la viande, oui, mais sur la viande de volaille, il n'y en a pas. D'accord, donc c'est deux chaînes différentes. C'est deux chaînes différentes, et on sait que très bien à l'ouest, même culturellement, on consomme énormément de volailles. Ah, c'est vrai. Et à ma connaissance, j'ai échangé avec quelques élus de la municipalité de Saint-Laurent. Apparemment, chaque mois, il y a au moins 15 conteneurs de poulets congelés qui arrivent en Guyane. Okay. Et donc, en fait, finalement, si on travaillait sur certaines alternatives ou collaboration avec les pays voisins pour la fabrication de l'alimentation pour volailles, en fait, il serait bien, en fait, on pourrait justement faire de l'élevage de volailles directement sur place, encourager plus d'éleveurs de volailles à s'installer. Alors, 30 minutes, ça passe vite. Ma dernière question, ça serait sur le calibrage de la chambre d'agriculture. Vous pensez que cette chambre-là n'est pas suffisamment offensive? Il faudrait peut-être la rendre plus offensive au niveau de l'agriculture? Au niveau de l'agriculture, il serait judicieux, au niveau du MODEF, ce qu'on voit, c'est ce que nous avons constaté sur le terrain, qu'il y a peut-être il y a des choses qui se font, ne sait-on jamais. Mais vous l'avez dit au début qu'il y a des choses qui sont faites, mais il faut aller plus loin. Mais il y a un manque de communication, déjà communiquer sur ce qu'on fait, et pour aller plus loin, proposer des solutions sur mesure. Je vais vous prendre un exemple. Je suis d'Apatou, par exemple, je souhaite, en tant qu'agricultrice, acheter du carburant détaxé. Donc, il faudra que je descende sur Mana pour payer mon carburant et puis revenir. Donc, je fais environ presque 200 km pour aller acheter du carburant détaxé, alors qu'on aurait pu mettre une cuve à Saint-Laurent ou sur Apatou. Donc, pour moi, c'est des solutions-là qui peuvent accompagner plus facilement l'agriculteur dans son quotidien, ou bien sur les exploitations agricoles éloignées, proposer, au lieu de proposer certains aménagements pour dire à la personne, on va vous mettre de l'eau potable, l'électricité, on sait très bien que ça va pas se faire sur certains territoires. Il vaut mieux proposer des équipements énergiques solaires, pompes à eau solaire, panneaux solaires, ou encore des moyens de locomotion. Ça peut être les petites quads ou les mules, pour que les agriculteurs pour qu'ils puissent se déplacer, et puis réduire la pénibilité du travail. Et puis aussi accompagner aussi certains agriculteurs, je pense notamment aux collègues de Wayabo, sur le droit de veto des agriculteurs lorsqu'on veut installer une décharge dans des zones agricoles. Pour moi, c'est un droit, le foncier, c'est le premier outil de travail de l'agriculteur. C'est un droit, pour moi, l'agriculteur devrait avoir un droit de veto sur ce genre de pratique. Et justement, si vous étiez à la tête, ce droit de veto-là, vous allez l'utiliser. Il semblerait que ce projet-là a fait couler pas mal d'encre et continuera à encore couler d'encre. C'est sa proximité qui fait que vous ne soyez pas d'accord? Alors, en fait, la Chambre d'agriculture ne peut pas imposer un droit de veto. Mais nous allons impulser cette idée-là. Parce que moi, en tant qu'agricultrice, en étant dans ma zone agricole, je me sens concernée. Parce qu'aujourd'hui, si c'est vous, demain, ça sera moi. Donc, il faut se protéger. Il faut accompagner l'agriculteur. D'accord. En tout cas, on va vous remercier pour cette belle discussion. Et puis, on voit que vous connaissez parfaitement votre métier, parfaitement votre programme, et que vous êtes très à l'aise avec justement cette agriculture innovante qui se veut à la fois productrice, mais qui se veut aussi protectrice.
c'est-à-dire comment justement faire que les deux vivent en parfaite harmonie. On voit bien que l'agroagriculture, ça vous parle et que vous avez de gros et de beaux projets pour la Guyane. En tout cas, on vous remercie, Laurietta Carolina, pour cette intervention. Et puis, où on pourra vous retrouver prochainement, où on peut vous suivre sur vos pages Facebook, sur Internet, vous serez où est-ce qu'on peut avoir votre programme? Merci à vous. On est partout. On est sur Instagram, on est sur Facebook. En termes MODEF. Modef, voilà, Modef, Modem FSAM. On est aussi sur les groupes WhatsApp. On est partout à la fois. Le groupe WhatsApp. Physiquement, on est partout. Numériquement, on est partout. Voilà. En tout cas, vous êtes bonne chance, Madame Carolina Lieka. Merci. Et puis, on sait que ça fait longtemps que vous êtes dans ce milieu et que vous travaillez là-dessus pour que les agriculteurs et agricultrices aient de meilleures conditions de travail et une meilleure condition aussi au niveau de la Chambre d'agriculture. Merci. Merci à vous. Au revoir.